Bienvenue pour cette présentation de l'école des transitions. Je vais te laisser introduire. D'accord, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Lucie Marini, je suis professeure du CNAM, titulaire de la chaire d'ingénierie de la culture et de la création. Vous allez vous devez dire qu'est-ce que ça a à voir avec l'écologie. À la fois rien, en fait tout, puisque c'est un des secteurs qui est en ce moment le plus touché et en réflexion sur ces sujets. Et puis surtout, c'est un des sujets de recherche et d'enseignement sur lesquels je travaille. J'ai eu l'honneur que l'administratrice générale du CNAM me confie la préfiguration et le lancement de la première école du CNAM. Les écoles du CNAM sont des structures souples et agiles qui visent à mettre en évidence pour les apprenants et les partenaires du CNAM des orientations stratégiques fortes pour notre établissement qui se veut un établissement de formation et de recherche à l'écoute des mutations de la société et des nouveaux besoins en compétences, des nouveaux métiers et de la façon aussi dont les métiers doivent avancer, intégrer de nouveaux enjeux économiques, sociaux, politiques et évidemment écologiques. Et donc, nous avons lancé ce chantier de l'école des transitions avec toute une série de collègues et de services du CNAM, notamment Kevin Jean, qui est maître de conférence au CNAM, qui vous présentera plus spécifiquement le module proposé à tous les apprenants du CNAM. Alors, pourquoi on a lancé cette école Eh bien, parce que nous avons, comme tous les établissements d'enseignement supérieur et de formation, reçu le rapport dit rapport Jouzel. Alors, Jean Jouzel est un grand climatologue que beaucoup d'entre vous connaissent, bien sûr. Il a proposé ce rapport à la ministre de l'Enseignement supérieur il y a presque 2 ans maintenant, sur les enjeux de formation aux transitions écologiques au pluriel, afin de préparer tous les citoyens à la transition écologique, afin de développer les objectifs du développement durable dans l'ensemble des formations. Alors, qu'est-ce que c'est que les objectifs du développement durable? C'est un terme qu'on hésite de plus en plus à utiliser pour plein de raisons, parce qu'il sous-tend une idée de croissance économique. Néanmoins, à l'intérieur du développement durable, tel qu'il est défini par l'Organisation des Nations Unies, il y a 17 objectifs, et sur ces 17 objectifs, il y a un grand nombre d'objectifs qui sont des objectifs strictement liés à la transition écologique, climatique, biodiversité, etc., mais aussi des enjeux de transition sociale et culturelle, avec l'idée que la transition écologique ne pourra se faire que de concert avec une plus grande justice sociale et une plus grande égalité entre les citoyens du monde et les différents pays du monde. Donc, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit ce rapport. Et ce rapport, il dit quoi? Une chose très simple. Nous devons former, dans les 5 ans qui viennent, la totalité des étudiants en formation initiale et tous les apprenants en formation continue aux questions de la transition écologique, afin qu'ils puissent connaître les faits scientifiques qui sont devant nous, la réalité de la crise, des crises qui sont les nôtres, des limites planétaires auxquelles nous sommes confrontés et que nous sommes malheureusement très largement en train de dépasser, de façon à ce qu'ils puissent aussi analyser ces processus, les analyser à l'aune de la réalité des phénomènes locaux et globaux, mais aussi les analyser à l'aune de leur vie quotidienne en tant qu'individu, de leur vie sociale en tant que agent économique, salarié, professionnel, et puis en tant que citoyen. Et puis qu'ils puissent mesurer et agir concrètement dans ces 3 sphères de vie. Avec vraiment l'enjeu d'appréhender la notion des limites de notre monde et d'avoir une approche systémique, donc pas seulement centrée sur la crise climatique, et vraiment d'être en capacité de mesurer, c'est-à-dire de comprendre, d'analyser les phénomènes, d'être capable, face à des phénomènes qu'on a énormément de difficultés à appréhender dans la réalité de leur gravité, etc., d'être capable de prendre conscience, de mesurer et d'avoir une analyse
ce qu'on appelle une analyse prospective, encore une fois, en tant qu'individu, en tant que professionnel et en tant que citoyen. Avec l'idée aussi d'une position active des apprenants afin qu'ils puissent participer à co-construire des diagnostics et des solutions, et que pour ça, ils disposent d'un certain nombre d'outils pour agir en responsabilité. Bon, le rapport GISEL dit ça, et puis s'en est suivi la mise à disposition d'un certain nombre de ressources, etc. Et nous, au CNAM, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et qu'est-ce qu'on va faire de ça? On a décidé de le faire avec ce qu'est notre identité. Et notre identité, c'est quoi? C'est de former des professionnels. C'est de former des professionnels et c'est surtout de former tout le monde. Le CNAM, notre devise reste apprendre tout à tous et de le faire en particulier dans des situations de reconversion, de nouveaux métiers, quel que soit le niveau où les gens arrivent, puisque notre principe, c'est partir de ce que sont les gens et ne jamais s'en satisfaire. Et avec notre double identité, qui est une identité de sciences de l'ingénieur, de sciences dites dures, c'est comme ça que nous on dit du côté des sciences molles, ou des sciences humaines et sociales, qui serait plutôt mon secteur, et dans une logique qui est aussi celle de notre histoire, qui est une maison, et vous en avez les traces dans notre musée, qui est une maison de l'innovation et de l'invention. Qui sont deux choses différentes, mais ce n'est pas notre débat ici, et de le faire donc avec cette notion-là, ce prisme-là, et puis aussi avec ce qui est notre troisième mission, parce que en fait, comme toutes les universités et tous les lieux d'établissement supérieur au CNAM, on a trois missions: l'enseignement, la formation, notre première mission, une deuxième mission qui est la recherche, et une troisième mission qui est la diffusion de la culture scientifique et technique. Et donc, l'enjeu pour nous aussi de cette école des transitions, c'est de participer à la diffusion de ces questions, de ces enjeux, à travers notre musée, à travers des conférences, à travers également d'autres processus, notamment la participation des étudiants. Donc, je le disais, une démarche qui englobe la transition écologique et les transitions sociétales qui les accompagnent. Alors, l'école des transitions écologiques, comment on a fait? On a d'abord mené cette année une première étape qui commence à devenir publique là, maintenant, avec le recensement et le développement de la formation aux enjeux écologiques dans tous nos parcours. Et là, on a découvert, alors, on n'a pas été si étonnés que ça, parce qu'on savait que c'était sous-jacent dans le travail de CNAM depuis de nombreuses années, mais en fait, il se trouve qu'on a déjà 35 parcours de formation consacrés à la transition écologique et plus de 50 unités d'enseignement. Et ça, ce n'est pas forcément des choses qu'on sait, mais nous, on ne le savait pas complètement. Et on a choisi de labelliser donc, toutes ces formations et de les réunir sous le petit logo que vous voyez là, qui s'appelle l'École des transitions écologiques, de façon à ce qu'il y ait une visibilité de l'offre du CNAM en la matière. Et avec la logique aussi de développer une formation ad hoc, donc c'est ce dont on va vous parler avec Kevin, d'initiation aux enjeux du changement climatique. Ça, c'est la première étape. Et puis, la deuxième étape, ça sera de créer de nouvelles formations dans les secteurs qu'on juge prioritaires et qui n'en ont pas encore à la transition écologique. On a beaucoup de choses à développer dans le secteur du bâtiment, dans le secteur des transports, dans le secteur du numérique. Voilà, c'est des choses auxquelles on travaille avec l'ensemble des équipes pédagogiques et des collègues enseignants-chercheurs, et puis aussi de développer des projets de participation des apprenants, donc d'appel à projet, le fait que vous puissiez tous et toutes, en tant qu'apprenants du CNAM, développer des projets concrets d'accompagnement ou de réponse aux enjeux des crises écologiques. Alors, toute cette offre, elle est présente sur le site du CNAM. Vous l'avez directement, que ce soit les offres labellisées ou le module d'initiation dont on va parler là, sur le site du CNAM Paris. Je pense que ce support sera mis en ligne et vous le trouvez de toute façon. Alors, si vous tapez École des transitions pour n'importe lequel de vos moteurs de recherche, et je ne fais la pub pour aucun d'entre eux, mais pas ceux qui sont en low-tech et en responsabilité écologique, vous trouverez, j'ai fait le test, vous pouvez atteindre cette page de l'École des transitions du CNAM et vous y verrez donc toutes les formations labellisées par discipline. Donc, vous avez, je parle pour moi, culture, mais vous avez transport, vous avez urbanisme, vous avez matériaux, vous avez santé, etc. Toutes les offres qui sont proposées.
et notamment ce module qui donc est proposé gratuitement à l'ensemble des inscrits au CNAM, quel que soit le cursus sur lequel vous êtes inscrit, vous y avez accès. C'est donc ce module en ligne qu'on va vous présenter maintenant, qui s'appelle TED 001 et qui est une porte d'entrée pour chacun et chacune d'entre vous, qu'on vous propose donc de suivre gratuitement avec un système d'évaluation et qui ensuite peut ouvrir sur d'autres certifications. C'est ce que Kevin va vous présenter maintenant. Bonne formation à toutes et à tous. Merci Lucie pour cette introduction. Je fais un tout petit tour pour voir s'il y a peut-être des questions déjà, si tout se passe bien parmi les gens qui sont à distance, ça a l'air d'être le cas. Et donc, voilà, moi je vais vous présenter un peu plus spécifiquement les enseignements qui sont déployés cette année dans le cadre de cette école des transitions et qui sont déployés et pensés pour vraiment toucher tout le monde, tous les apprenants du CNAM et qui ne sont pas, donc Lucie l'a dit, il y a une offre de formation qui est labellisée. Ce sont des UE existants, des enseignements existants qui s'adressent à des personnes dans des profils, dans des cursus qui vont quelque part intégrer des enjeux de transition, mais dans tel ou tel secteur d'activité. Et ce que je vais vous présenter là, ce sont des unités d'enseignement et un certificat de compétences qui, là, ont été pensés pour s'adresser à tous les cursus, vraiment à toutes les spécialités du CNAM, donc un enseignement vraiment transversal à ces enjeux de transition. Alors, j'avais prévu une intro qui était peut-être pas nécessaire sur le fait qu'on n'est plus au temps du constat. Maintenant, la réalité, le changement climatique est devenu une réalité. Vous connaissez sans doute ces représentations, ces warming strips, les bandes du réchauffement qui représentent les anomalies de température dans le temps de 1850 à nos jours, où très clairement, on voit que le réchauffement climatique est mesuré dans les données, ça n'est plus contestable. C'est le cas à l'échelle mondiale, c'est le cas également à l'échelle locale, donc c'est quelque chose qu'on ressent. Ici, vous avez la même représentation pour la station météorologique de Paris. Donc, cette réalité qu'est le réchauffement climatique, on le vit maintenant, on le vit, on le ressent. On a encore passé une semaine de canicule la semaine dernière. Le temps n'est plus à ce constat. Il devient également une source de perturbations majeures, toutes les répercussions, ces événements climatiques extrêmes qui nous rattrapent et qui s'enchaînent depuis quelques années au point où là, le monde a titré la semaine dernière que l'été 2023 avait été marqué par une litanie d'événements climatiques extrêmes. Vous avez sans doute entendu parler Antonio Guterres, le secrétaire des Nations Unies, parler d'effondrement climatique, des enjeux de traduction derrière le terme. Donc on en est là. Maintenant, le temps des constats est dépassé. Maintenant, il faut en venir au temps de l'action climatique. Le problème, c'est que la fenêtre d'action, nous dit le GIEC, c'est une représentation du dernier rapport du GIEC, cette fenêtre d'action pour limiter le réchauffement climatique, elle est en train de se réduire. On a une fenêtre d'action. Ce que nous dit le GIEC, c'est que globalement, les 10 prochaines années vont déterminer le niveau de réchauffement climatique qu'on aura dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Et que pour l'instant, on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire. Ici, vous avez les trajectoires d'émissions de CO2 qui nous conduisent vers un réchauffement climatique de l'ordre de 2 à 3 degrés. Or, voire plus. Or, pour respecter l'accord de Paris, les objectifs de l'accord de Paris d'un réchauffement limité à 2 degrés, voire 1,5 degré, il faudrait suivre les courbes en vert ici pour l'objectif 2 degrés ou en bleu pour l'objectif 1,5 degré. Ce qui veut dire qu'il nous faut, dans les prochaines années, casser cette courbe rouge pour se rapprocher des courbes vertes et bleues, c'est-à-dire réduire drastiquement, massivement, dans tous les secteurs, les émissions de CO2. Et pour l'instant, quand on regarde les engagements des États, on n'y est pas du tout. Donc là, on est vraiment dans une période où il faut se mobiliser, une fenêtre d'action qui se réduit, et on l'a vu juste précédemment, un climat qui commence déjà à s'emballer. L'enjeu, c'est que ce constat, malheureusement, il ne se limite pas à la seule question climatique. On a parallèlement des enjeux d'effondrement de la biodiversité, rappelé dans un rapport il y a quelques années, le premier rapport de l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. On a une crise des ressources naturelles. Il suffit de parler de la sécheresse qu'on est en train de subir en France. Vous avez peut-être entendu l'actualité de ce jour également, des fameuses limites planétaires, avec la limite de l'eau qui a été dépassée. On y reviendra dans un des enseignements. Une pollution généralisée des milieux par les plastiques, par les pesticides. Donc on est en train de vivre simultanément plusieurs crises écologiques majeures, environnementales majeures, qui sont clairement, et ça c'est les éléments scientifiques qui le disent, qui sont en train de menacer à moyen terme l'habitabilité de la planète.
C'est un constat qui est dur hein, à affronter. Pour autant, ce que nous disent les scientifiques là aussi, c'est qu'il est encore temps d'éviter le pire. On peut encore éviter le pire, c'est ce que nous dit le dernier rapport du GIEC. Hein. La situation est déjà grave, d'accord, on peut encore éviter le pire, mais pour éviter le pire, encore faut-il faire les bons choix. Et pour faire les bons choix, il faut comprendre que ces crises sont intrinsèquement liées entre elles. Hein. La biodiversité, la crise du climat, toutes ces crises sont liées entre elles. Et si elles sont liées entre elles, alors il faut également envisager des approches globales. Traiter les problèmes indépendamment les uns des autres ne va nous faire gagner peut-être sur un tableau, mais perdre sur un autre. Je vous ai donné 2 exemples ici, hein, des enjeux d'énergie renouvelable qui passeraient par du photovoltaïque, mais au détriment de la forêt française. Vous voyez bien qu'on gagne sur un tableau, mais on perd sur un autre. Et donc là, on a une réponse qui est parcellaire et qui ne va pas nous aider dans la crise globale. Voilà, une autre représentation du fait que, c'est très petit, j'en conviens, mais on a à gauche des solutions pour le climat qui sont reliées à des solutions pour la biodiversité à droite, avec en bleu des convergences entre ces solutions, c'est-à-dire des solutions qui permettent d'être favorables à la fois pour le climat et la biodiversité, et d'autres qui ne le sont pas. C'est ici les traits rouges, hein, on va dire des solutions climatiques de réduction des émissions comme les agrocarburants, par exemple, sont très défavorables à la biodiversité. Donc voilà, tout ça pour illustrer que ces crises, elles sont intrinsèquement liées. Et il faut d'abord les comprendre pour y répondre de manière globale. Et donc c'est vraiment le thème de ces enseignements qu'on a voulu proposer cette année au CNAM de manière transversale, avec ces 2 enjeux de comprendre les crises qu'on est en train de vivre pour agir, pour y répondre. Donc voilà ce cadre, hein, et donc dans le sous-titre hein, sur ces enjeux dont on a parlé, dont Lucie nous a parlé, il y a ce terme qui revient, qui est le terme de transition. Alors ici, une définition qui est celle du ministère. Hein, la transition est depuis quelques années maintenant en France un ministère également. La définition retenue, c'est celle-ci. Hein, la transition écologique est une évolution vers un nouveau modèle économique et social qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble, pour répondre aux enjeux environnementaux, ceux du changement climatique, de la rareté des ressources, de la perte accélérée de la biodiversité et de la multiplication des risques sanitaires environnementaux. Donc, elle est assez complète, cette définition. Hein. On voit quand même beaucoup de choses, qu'il faut changer la société dans ses différentes dimensions, hein, les systèmes de consommation, de production, le travail. C'est ça qui nous intéresse ici au CNAM. Pour répondre à des crises multiples, hein, des crises environnementales multiples, comme c'est rappelé dans cette définition. Alors, on parle de transition, il faudrait peut-être mieux parler de transition au pluriel, des transitions, parce que finalement, ces objectifs, hein, quelque part de réconciliation de nos modèles de société avec les limites de la planète, on peut y répondre de différentes façons. On peut envisager différents scénarios pour réduire notre empreinte différents récits, différents scénarios pour réduire notre empreinte à la fois sur le climat et sur la biodiversité. C'est d'ailleurs un exercice qu'a fait l'ADEME récemment, qui a proposé différentes façons de décarboner la France et de répondre aux enjeux de ressources et de biodiversité à l'horizon 2050. Et parmi ces transitions, donc c'est pour ça qu'on y préfère le pluriel, il y a des choix à faire. Est-ce qu'on va préférer faire des paris, se reposer sur des paris technologiques pour réparer quelque part tous les dégâts qu'on fait aux écosystèmes, ou est-ce qu'on va préférer se reposer sur des leviers que sont la sobriété, la frugalité, pour répondre à ces mêmes enjeux? Et encore une fois, pour comprendre ce paysage de scénarios, il faut avoir les éléments de base, le kit de connaissances de base, le socle de connaissances, pour pouvoir s'inscrire un petit peu dans ces débats qui sont les débats de société qu'on a actuellement au sein de ces trajectoires dans lesquelles on va être obligé de s'inscrire pour répondre à ces objectifs environnementaux. Alors, cet objectif de transition, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il concerne tous les secteurs. On ne pourra pas se dire, oui, d'accord, mais moi, je travaille dans le secteur de la santé, je ne suis pas concerné en premier temps. Pourquoi? Parce que tous les secteurs d'activité, quelque part, contribuent au problème d'une façon ou d'une autre, hein, et doivent envisager leur propre transition, seront impactés par des mesures de transition. J'ai cité quelques exemples, hein, l'énergie, le secteur des énergies aujourd'hui, qui est la principale source de gaz à effet de serre, l'industrie, qui est un des émetteurs de gaz à effet de serre en France, mais aussi et surtout un secteur consommateur de ressources et de matières premières, ce qui va là aussi avoir des répercussions sur les écosystèmes. Les systèmes agricoles sont finalement en France assez peu émetteurs, même si, encore une fois, on ne peut pas faire l'impasse, de gaz à effet de serre, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce secteur-là est un des secteurs qui a le plus gros impact sur la biodiversité et que ce secteur agroalimentaire en France, à l'échelle globale, est responsable de 80% de la déforestation et le système agroalimentaire français l'est aussi.
par tout ce qu'on appelle la déforestation apportée, hein, tous les éléments apportés, les éléments de nutrition animale apportés sur le territoire français qui contribuent à la déforestation dans d'autres régions du monde. La santé, le secteur de la santé, par exemple, c'est quand même 8% des émissions de gaz à effet de serre. Ça semble peu, mais dans une perspective où il faut arriver à une neutralité de ces émissions, c'est-à-dire des émissions de gaz à effet de serre qui soient complètement compensées par le reste, il va falloir que la santé également se décarbone. Et donc voilà, tout ça pour illustrer que c'est un objectif qui va concerner tous les secteurs d'activité, que si vous ne vous intéressez pas à ces enjeux de transition, quelque part, ils vont vous rattraper. Et donc, c'est un élément qu'il faut bien garder en tête. Un autre point, qui est vraiment une des perspectives dans laquelle on s'inscrit dans ces enseignements au CNAM, c'est la question du niveau d'action, des leviers d'action. Souvent, quand on parle de ces enjeux de transition, on est un peu écartelé entre deux visions. D'une part, la vision selon laquelle la transition, c'est l'affaire de tout un chacun. Dans sa sphère individuelle, c'est des petits gestes qu'on va faire pour réduire la consommation d'énergie, la consommation d'eau au robinet. Et de l'autre, à l'inverse, on va avoir une vision qui va dire finalement, ces petits gestes servent à rien tant qu'ils ne s'inscrivent pas dans des actions des gouvernements, des États, dans ces grands moments que sont les COP, dans des décisions politiques à l'échelle nationale, voire internationale. Et ces deux positions, quelque part, elles sont insatisfaisantes. Dans le côté des gestes individuels, on est sur quelque chose qui va entraîner une sorte de culpabilisation des individus. Et de toute façon, on a un problème d'échelle. On sait qu'en additionnant tous les gestes individuels, on n'y arrivera pas. Ce ne sera pas suffisant pour arriver aux transformations nécessaires à l'échelle de la société. D'un autre côté, tout cet ordre des États, des politiques, du gouvernement, de décisions qui viennent d'en haut, nous pose dans une posture d'attentisme, de fatalisme. Hein, finalement, on attend que ça vienne d'ailleurs. On n'est pas moteur de changement. Et finalement, la perspective dans ces enseignements qu'on veut vous proposer au CNAM, c'est d'envisager ces actions à une échelle intermédiaire, qui soit une échelle d'action collective, qu'on peut avoir, qui est sans doute la meilleure échelle d'action parce qu'on a ce levier de transformation qui est plus important que pour les seules actions individuelles. Et par là, on peut aussi commencer à contribuer à un changement d'écosystème, à la création d'une demande politique également pour des transformations plus fortes. Ces actions collectives, hein, on peut les envisager à différentes échelles, s'engager dans son quartier, s'engager dans l'école de ses enfants, mais aussi et surtout, et c'est là que le CNAM peut répondre à cet enjeu, dans son activité professionnelle. S'engager pour inscrire son entreprise, son organisation, justement dans ces enjeux de transition. Donc voilà un peu la perspective, le cadrage qu'on a voulu pour ces enseignements, fois ces enseignements très transversaux qui vous sont proposés cette année au CNAM. Alors, je vais en dire deux mots un peu plus dans les détails après cette introduction. Comme l'a mentionné Lucie, on a un premier enseignement qui est quand même quelque chose d'inédit dans l'histoire du CNAM, c'est que cet enseignement TED 001, il est proposé cette année gratuitement à tous les inscrits au CNAM. C'est-à-dire que si vous êtes inscrit ou inscrite à au moins une autre unité d'enseignement au CNAM, vous pouvez et vous avez accès gratuitement à ce module. Je pourrais en dire deux mots, mais ce module est en fait un clone, un module jumeau d'une UE qui s'appelle HSE 133, donc le même titre, hein, Enjeux des transitions écologiques, comprendre et agir, que voilà, vous avez bien compris ce positionnement qu'on a pris dans cette formation, la compréhension, mais la compréhension pour l'action. Un module gratuit qui est le clone d'un module qui est un module plus classique. Pourquoi on a fait ce petit arrangement? C'est parce que le module HSE 133 est intégré dans des diplômes. Il aurait fallu modifier toutes les plaquettes de diplômes, toutes les maquettes de diplômes, notamment dans les plaquettes des diplômes d'ingénieurs. Et donc, on a préféré la coexistence de ces deux UE pour pas trop mettre de confusion ou de stress parmi les élèves en se disant mais voilà, j'ai pris une UE qui n'existe plus dans la maquette de mon diplôme. Enfin, je pourrais en dire deux mots s'il y a des clarifications à faire. Ces deux enseignements seront débuteront au premier semestre, donc TED 001 HSE 133, dès la semaine prochaine. Et TED 001, le module gratuit, sera ouvert toute l'année. Vous pouvez avoir accès au contenu toute l'année. Au second semestre, une unité d'enseignement qui est la plus spécifiquement dédiée à l'identification des moyens d'action dans les pratiques professionnelles. Il manque le terme professionnel pour ça. Et finalement, donc ça j'en vais en dire deux mots, et finalement un certificat de compétences qui regroupe l'UE du premier semestre et l'UE du second semestre. Voilà. Je vais en dire deux mots un tout petit peu plus rapidement. Donc cette fameuse UE, l'UE proposée au premier semestre, TED 001 et ou HSE 133, donc vous l'avez bien compris, des UE clones, avec la version gratuite et la version classique. Les objectifs de cette UE,
Développer une culture scientifique pluridisciplinaire autour des enjeux liés à la transition écologique. Pluridisciplinaire, ça veut dire qu'on va mobiliser des éléments de sciences de l'environnement, mais aussi de sciences humaines et sociales. Comprendre les grands enjeux sociétaux de ces transitions écologiques, prendre l'ampleur des mesures de transformation de la société qui sont nécessaires pour remplir ces objectifs de transition, comprendre les principaux équilibres et les principales limites, frontières, limites du système planétaire, et enfin comprendre les enjeux d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Toujours avec, je vous l'ai dit, hein, c'est l'idée pédagogique derrière, c'est de ne pas se contenter des constats, d'aller au-delà des constats, d'identifier des marges de manœuvre et des leviers d'action. Alors, on l'a mentionné plusieurs fois, une version gratuite, une version classique. Comment faire pour accéder à cette version gratuite? Eh bien, il suffit sur le site des inscriptions du CNAM d'aller taper le code, hein, quand vous recherchez l'UE sur ce site, vous allez taper TED 001, vous allez pouvoir la mettre dans votre panier. Et en validant le reste de votre inscription, il ne vous sera pas demandé de tarifs supplémentaires pour l'inscription à TED 001. Deux mots juste avant de rentrer un petit peu plus dans le programme de cette UE du premier semestre. J'ai parlé de l'approche pluridisciplinaire. L'UE est découpée autour de structure autour de trois grands axes. Un premier qui va essayer de présenter les différentes crises environnementales en cours, donc, que j'ai mentionnées, hein, la crise du climat, la crise de la biodiversité, la crise de l'eau, en mobilisant des éléments de sciences de l'environnement, climatologie, hydrologie, biologie et d'autres. Quel regard on peut porter sur ces crises? Comment on en est arrivé là? Comment on peut envisager les transformations nécessaires? Et bien là, ce sera vraiment un regard sciences humaines et sociales où on va mobiliser l'histoire, les sciences politiques, la sociologie, pour proposer un autre éclairage sur ces crises environnementales. Et enfin, un axe, voilà, dessiner les lendemains, où là, on va faire appel à de la prospective, à de l'analyse critique, pour essayer de voir vers quoi on peut se projeter. Deux éléments que j'aurais dû mentionner dès le début, hein, c'est une UE accessible 100% à distance et qui n'a pas de prérequis. Donc, elle est pensée pour tous. Je peux rentrer un tout petit peu plus dans le détail si vous le souhaitez. On va peut-être garder du temps rapide pour les questions-réponses. J'affiche là rapidement. Le contenu de l'UE est disponible en ligne. Donc, première séquence, hein, sur les différentes crises environnementales, comme j'ai parlé. L'occasion ici de vous expliquer comment sera validée l'UE. Donc, l'UE donne accès à des crédits ECTS qui seront validés par des QCM. Donc, vous aurez plusieurs QCM au moment de l'enseignement, au fil de l'enseignement, que vous pourrez déclencher à mesure que vous aurez progressé dans l'UE. Donc ces QCM, une fois que vous aurez suivi les 4 premières séances, vous aurez accès à ce premier QCM qui nous permettra à la fin de valider le module. Deuxième séquence, donc j'en ai parlé, un éclairage des sciences humaines et sociales, éclairage des sciences politiques, un éclairage historique sur les crises climatiques, un éclairage sur les récits qu'on peut faire autour de ces enjeux de transition écologique avec Lucie, un éclairage sur les raisons du manque d'action climatique, et enfin, parce que c'est un point qui est important, qui a été rappelé dans le dernier rapport du GIEC, la transition, la réponse à ces crises ne peut pas s'envisager sans une réponse structurelle, intégrée, juste et équitable. Donc un enjeu, une séquence sur les climats et les inégalités. Et enfin, une séquence sur les enjeux d'adaptation, d'atténuation, où on tracera un petit peu des futurs possibles, voilà, les différents récits pour ces transitions à l'échelle française, internationale, à l'échelle 2050. Voilà pour cette UE, donc TED 001, l'UE clone de HSE 133. L'occasion, là aussi, juste un dernier mot, ce qui va changer entre les deux UE, enfin, non, je vais garder ça pour les questions-réponses, si vous en avez. Pour aller plus loin, donc qu'est-ce qui sera proposé au deuxième semestre? L'UE HSE 134, j'en ai déjà un peu parlé, qui s'intitule « Intégrer les enjeux de transition dans les pratiques professionnelles ». Dans cette deuxième UE, on part de l'idée que, voilà, à partir du moment où vous avez suivi TED 001 ou HSE 133, vous avez les bases, le socle de connaissances pour, quelque part, mieux comprendre, saisir ces enjeux environnementaux. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais, moi, dans mon entreprise, dans mon organisation? Et donc, dans cette UE, c'est vraiment la question qu'on va se poser, et on va se la poser dans deux dimensions. D'une part, on va voir les enjeux de transition secteur par secteur. Donc, on va
voir quels sont les défis que posent les questions de transition pour le secteur de l'énergie, le secteur du bâtiment, le secteur des transports, le secteur numérique, le secteur de la santé. On va passer en revue les grands secteurs d'activité. Tout un chacun devrait normalement s'y retrouver. Et même si vous n'évoluez pas dans ce secteur, vous devriez quand même en tirer des éléments pertinents. Et la deuxième grande dimension, c'est d'identifier des leviers d'action qu'on peut mettre en pratique dans sa pratique professionnelle, dans ses organisations, justement, pour prendre en compte ces enjeux de transition. Donc des grands leviers, quelque part, un enseignement transversal, ce qui peut être mis en place dans chacun de ces secteurs. Donc on va parler de bilan carbone des entreprises. Qu'est-ce que c'est qu'un bilan carbone? À quoi ça sert? Comment on calcul. On va parler d'analyse de cycle de vie, ACV. On va parler de plan de sobriété pour les organisations, pour les entreprises, de techniques, de méthodes de conduite du changement également. Donc voilà, vous avez bien compris, une approche sectorielle et une approche par levier et l'action. Et enfin, j'en ai parlé, ces deux UE, donc l'UE TED 001 ou son clone HS 233, en plus d'HS 234, ces deux UE, une fois validés, vous donneront accès à un certificat de compétences qui, à notre connaissance, est le premier certificat de connaissances professionnalisant sur ces enjeux de transition, qui est proposé, qui est accessible au titre de la formation professionnelle, donc finançable par le CPF, et qui vous permettra de, quelque part, valider par un certificat d'établissement ces deux enseignements. J'en ai fini pour cette présentation rapide. J'ai oublié de me présenter ce que je voulais faire très rapidement à la fin. Donc, pour ma part, je suis maître de conférence au CNAM, épidémiologiste de formation. Je travaille sur plusieurs enjeux, enfin sur plusieurs questions, en lien avec la santé toujours. Et des activités de recherche qui s'orientent de plus en plus sur des questions de co-bénéfices pour la santé et d'action climatique, de convergence entre des objectifs climatiques et des objectifs de santé. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Valérie à distance nous demande s'il existe des regroupements virtuels dans la FOD. Alors justement, j'y viens. Vous avez bien compris que pour le lieu du premier semestre TED 001 ou HS 233, on a une UE qui est gratuite et une UE qui est classique, donc qui reste payante. Justement, la différence se justifie par ces regroupements virtuels. Dans l'UE TED 001, qui est une UE qui va être proposée massivement au CNAM, on ne pourra pas assurer ces regroupements virtuels. Dans la version payante qui reposera exactement sur le même matériel pédagogique, il y aura des regroupements dans la FOD. Donc ça, c'est la version HS 133. Pour le second semestre, on va essayer de faire des regroupements. On va voir un peu comment ça se passe au premier semestre. Des regroupements, on peut les envisager jusqu'à 200 inscrits, on va dire. Au-delà, ça va être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, voilà. Donc, des regroupements dans HS 133, pas de regroupement dans TED 001, ce qui justifie également la différence de tarif entre les deux yeux. Je peux poser des questions si vous voulez. Oui, bien sûr. Vous pouvez essayer de faire votre question. Ok, allez-y. Voilà, bien peut-être, vous avez cité pardon, Jean-Joseph, le rapport Jean-Joseph. On est aujourd'hui dans une situation où comment dirais-je, adopte des positions assez radicales. Donc, est-ce que le certificat de compétence répond à cette radicalité aujourd'hui en proposant vraiment une rupture dans l'aspect culturel, notamment pour la porte qui est la sienne, c'est-à-dire l'organisation de l'entreprise. Et est-ce que vous pouvez essayer peut-être de concrétiser un petit peu, c'est quoi l'apport concret de l'information en termes de rupture dans les organisations? Ça, c'est ma première question. La seconde, c'est dans le programme du premier module, enfin des deux premiers modules, est-ce que, bon, il y a l'inertie climatique, enfin, l'inertie du carbone dans l'atmosphère, est-ce que l'inertie du système politique en particulier est pris en compte dans le programme? Voilà, ça c'est sur le sujet. Oui, ça c'est pour le programme. Sur le certificat de compétences, j'ai une question. La première, est-ce qu'il a l'ambition, donc tout à l'heure, c'était dans le rapport Joseph, l'ambition de former à 50 tous les étudiants. Est-ce que ce certificat a une ambition particulière dans ce cadre-là, et notamment pour former au moins à l'échelle des entreprises publiques tous les salariés? Est-ce qu'il répond par ailleurs à certains standards définis au sein du ministère du Travail ou dans notre ministère pour accompagner cette transition écologique?
Et voilà. Et puis la dernière question, c'est, d'après ce que j'ai pu comprendre, ce certificat de compétence à minima de 90 euros. Donc, j'imagine qu'on est là sur vraiment le produit d'appel CNAM en termes de tarification. Est-ce que c'est vraiment la réalité des choses? Est-ce que ce certificat de compétence coûte réellement 90 euros? Et si c'est le cas, voilà, j'ai l'impression que c'est un produit qui va attirer beaucoup de monde. Donc, comment vous allez faire pour gérer ça? Voilà. Je vais d'abord avec tout le monde, mais je pense que j'ai des lecteurs de. Je pense que la plupart des questions sont pour toi. Après, c'est peut-être la seule chose que je peux dire par rapport à votre première question sur la radicalité de Jean Jouzel. Nous, on part du rapport de Jean Jouzel et de ses positions de climatologue d'abord. Ce n'est radical ni pas radical, puisque c'est un travail scientifique. C'est juste pour décrire, effectivement, c'est une position récente, mais il n'y a aucun jugement de valeur là-bas. Non, mais en l'occurrence, la raison pour laquelle on cite Jean Jouzel, ce n'est pas forcément ses prises de politique récentes, mais clairement ce qu'il dit dans son rapport, et ce qu'il peut dire en tant que climatologue, qui lui donne la légitimité de le dire dans ce rapport. En revanche, la question que vous posez, elle est intéressante, c'est que effectivement, dans ces enseignements, on essaye de ne pas faire l'impasse sur ce qui peut relever des controverses scientifiques, au sens où le pose quelqu'un comme Bruno Latour, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a la question des faits scientifiques et la façon dont on s'empare individuellement, collectivement, à l'échelle locale, nationale et internationale de ces faits scientifiques pour les transformer en action. Ça peut faire l'objet d'un certain nombre de controverses qu'on va essayer d'exposer en disant, en fait, oui, il y a plusieurs scénarios sur la table qui sont exposés. Donc, il y en a qui sont inopérants, ont des conséquences négatives. Il y en a qui sont plus opérants, mais à l'intérieur de ceux qui sont opérants, il y a aussi différents choix, différentes positions. Voilà. Donc, en l'occurrence, on s'efforce d'exposer ces controverses. Oui, enfin, une autre façon de répondre qui va dans le même sens, c'est de se dire que le contenu sur lequel ce cours est basé, c'est vraiment le contenu du consensus scientifique. On ne va pas l'amoindrir dans ces constats, on ne va pas l'atténuer, la portée dans ces constats. Et si on va au-delà pour proposer différentes interprétations de ce contenu, alors on l'explicitera. Dire, voilà, le consensus scientifique arrive ici. Maintenant, il y a plusieurs voies qui s'offrent devant nous. Elles sont à débattre. Telle voie nous explique qu'on y arrivera comme ci, telle voie nous explique qu'on y arrivera comme ça. Voilà les critiques faites à chacune. Et là, on a vraiment un débat scientifique. Je ne sais pas si ça répond à la question, enfin à la première question. Alors, sur l'état de l'art, moi, j'essaie de comprendre réellement quelle est la quelle était vraiment la rupture qui est engagée dans le certificat pour justement impulser réellement une nouvelle trajectoire, la transformation, une trajectoire réelle, parce que je ne sais pas, on est sur, vous citez justement la sécheresse et les canicules qui se sont succédés, on est quand même sur 3 records en l'espace de 5 ans, on est en mois de septembre à plus 5 degrés par rapport à la dernière année, donc on est déjà sur des trajectoires qui se manifestent de façon assez conséquente par rapport aux scénarios les pires qui sont engagés. Donc, on est quand même effectivement non seulement sur une inquiétude, mais aussi déjà sur une matérialité de scénarios qui sont assez graves. Donc, avec un engagement très important au niveau stratégique au sein de l'entreprise, notamment. Et donc, je voulais savoir, voilà, est-ce que le certificat de compétence permet culturellement d'aborder de plein fouet cette question. Voilà. Est-ce qu'il y a ça? Désolé. Non, mais la question est importante. Enfin, en tout cas, cette question, on n'en fait pas l'impasse. C'est-à-dire qu'on montre, et vous parliez d'inertie politique, ça fait l'objet de toute une séance. Les raisons du manque d'action climatique, que ce soit à l'échelle individuelle, donc psychologique, à l'échelle sociologique, à l'échelle économique et politique également. On ne fait pas l'impasse sur ces points-là. Et donc, on va les traiter. Voilà. Alors, pour répondre et pour faire le lien avec l'autre point, est-ce que ça répond à des référentiels d'entreprise du ministère? Finalement, à part le guide qui est le rapport Jouzel qui nous dit ce qu'on doit trouver dans de telles formations et auquel on colle dans le contenu, il n'y a pas forcément de référentiel du ministère du Travail ou autre qui nous disent les entreprises ont besoin de tels et tels éléments. Et c'est peut-être la question est peut-être à prendre dans l'autre sens, de quoi on pense que les entreprises,
de quelles compétences nous pensons que des travailleurs, des employés, des collaborateurs ont besoin pour faire évoluer leurs propres entreprises. On va prendre la question par là. Après, savoir si voilà, la transformation, des voies de transformation telles qu'on les propose sont suffisantes au sein d'une entreprise. Là, le débat, il est large, hein, il est très compliqué à saisir. On est chacun aussi là où on se trouve dans un système qu'on peut essayer de faire évoluer avec notre propre marge d'action. Voilà, en tout cas, ce certificat est là pour donner l'ampleur des efforts à réaliser, donner des pistes d'action. On ne va pas répondre à toutes les questions, parce que toutes les questions n'ont pas réponse encore à l'heure actuelle. Mais encore une fois, on s'efforce de n'éviter aucune question qui gêne et d'ouvrir le plus de perspectives possibles. Donc la date de démarrage, les premières mises en ligne se feront, si tout va bien, lundi. Les vidéos qui sont mises en ligne, le reste, jusqu'à la fin de l'année. On est sur des séances qui vont vous prendre environ, en moyenne, 1 heure par semaine. Il faut compter 15 semaines, 15 séances pour un semestre. Donc voilà, 1 heure par semaine sur chaque semestre, sur environ 15 semestres. Donc pour le certificat, environ 30 heures de formation, 30 à 40 heures de formation, un petit peu plus si vous voulez creuser. Et tout le matériel qui est mis en ligne, le reste. Donc si vous ratez, si vous avez un peu de retard, vous pourrez rattraper. Pour les recoupements donc, qui seront accessibles dans les yeux avec les codes HSE, HSE 134, HSE 133, là, on aura des séances interactives d'échange, des séances de TD en direct. Qui seront ces échanges en direct, ces regroupements en direct, ils seront enregistrés et accessibles après enregistrement. Est-ce que vous pouvez juste préciser un peu plus là-dessus? Parce que la partie interaction, quand on prend le HSE 133, c'est quoi? C'est 4 séances en direct dans le tas, et le reste, ce sont des vidéos enregistrées comme MOOC. C'est ça le principe? C'est ça, avec grosso modo, c'est ça. Avec sans doute. Enfin, on est en train de construire l'offre. Hein. C'est vrai qu'il y a cette interaction avec les intervenants. Non, pour le 133, il y en aura. Oui, c'est ça. Alors, je vous refais. On a quelques intervenants extérieurs. Ce seront des séances ouvertes en ligne pour les inscrits à 133. Ils seront ensuite rebasculés, différés pour les inscrits à tête 001. Mais le principe, en fait, au départ, c'est que théoriquement, en tant qu'apprenant, vous êtes inscrit au CNAM dans une formation donnée. Et notre enjeu, il est en plus de la formation dans laquelle vous êtes inscrit. Par exemple, moi, je forme des ingénieurs culturels, hein, ils font des expos, ils dirigent des lieux culturels, etc. J'ai en matière d'enseignement des crises écologiques, j'ai 2 enjeux, ce en quoi je suis le rapport Je vous aide, faire en sorte que les apprenants suivent cette UE d'initiation globale aux crises climatiques. Et par ailleurs, moi, j'ai développé une unité d'enseignement qui s'appelle Transition écologique du secteur culturel et artistique, où j'enseigne la façon dont ces questions-là sont portées par le secteur culturel et artistique, dont la question de l'éco-responsabilité des contenus artistiques se rencontre ou se rencontre pas, quelles sont les injonctions contradictoires, etc. Donc théoriquement, en tant qu'apprenant au CNAM, quelqu'un qui est inscrit au certificat d'ingénierie de la culture et de la création, il fait les 2 la même année. Donc là, on n'est pas dans une logique de suite. On a une vision globale et puis on a une vision adaptée aux métiers sur lesquels on est en train de se former. Après, si de fait, cette UE encourage un certain nombre d'apprenants du CNAM à aller faire un autre cursus en prospective, par exemple, l'année suivante, ou par ailleurs grossit les futurs effectifs de diplômes qu'on va essayer de créer dans les années à venir autour des nouveaux métiers, ou pas tous nouveaux d'ailleurs, d'être liés aux transitions écologiques, tant mieux. Donc oui, effectivement, notre idée derrière la tête, c'est de créer des diplômes, en fait, à partir de l'année prochaine. Voilà, donc des diplômes sur ces métiers de la transition écologique, et puis de faire en sorte que dans toutes les formations où ce n'est pas encore complètement posé, acté, il n'y ait plus de formation diffusée par le CNAM, il n'y ait pas une UE qui soit consacrée à la façon dont le métier enseigné intègre la transition écologique. Ça répond à votre question, mais on est en work in progress et l'enjeu pour nous, ce n'est pas juste de former les gens, c'est que les gens, une fois formés, initiés en tout cas à ces questions, ils soient demandeurs aussi de formation liée à leur pratique professionnelle en poursuivant. Écoutez, merci beaucoup pour votre présence ce soir, pour vos questions.